Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Faux Drame passé sur la com, le podcast des warriors de la com. Aujourd'hui, c'est une légende qui nous a reçus dans ces immenses locaux des magasins généraux à Pantin, c'est Mercedes Hera, la reine de la publicité, cofondatrice de BETC, l'agence française numéro 1, et présidente exécutive de Havas Worldwide. Sarah, peux-tu nous dire en quelques mots de quoi nous avons parlé ? C'était un échange passionnant. Elle nous a parlé des femmes dans la pub, de son arrivée en France, de son ascension chez Saatchi & Saatchi, de la création de BETC, de succès, d'échecs, des talents dans la pub. Bref, elle nous a parlé de plein de choses et je vous propose d'écouter ça tout de suite. Bonjour Mercedes. Bonjour. Bonjour Mercedes. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Non, c'est un plaisir. Alors, tu es notre première femme, la première femme qu'on interviewe, et pourtant... Je suis toujours la première femme. C'est vrai ? C'est un peu inquiétant. Et pourtant, tu dis dans une interview que la publicité, c'est un métier de femme. Oui, mais pas à la tête. Bah, où sont-elles ? Bah. Non, enfin, les patrons, c'est comme tous les métiers. Il y a beaucoup de métiers qui deviennent des métiers de femmes, dirigés quand même par des hommes. Ce qui est un problème, faut arrêter ça. Mais c'est difficile à arrêter, voilà. On va dire ça. Et pourquoi les femmes aujourd'hui disparaissent quand on monte les échelons d'une agence ? D'abord, elles n'ont jamais été là-haut, donc elles disparaissent pas. Elles n'ont jamais été là-bas, en haut. Qu'on vient de milliards d'années où les femmes ont été dominées, que c'est très récent le fait qu'elles se mettent au travail, c'est très récent le fait qu'elles soient payées. Normalement, elles bossaient comme des dingues, mais elles n'avaient jamais un rond. Donc, résultat des courses, on est dans des choses qui changent très lentement. Donc, en France, on n'est pas dans la plus mauvaise situation du monde. Si on prend le monde, on devrait s'inquiéter énormément. Parce que le retour en arrière, dû au fait religieux, qui est en fait le fait des humains, qui n'est jamais un fait religieux, de raconter que dans la religion, les femmes doivent être au service des hommes, de raconter qu'il faut qu'elles se cachent pour ne pas tenter l'homme, c'est une catastrophe. Donc là, on est en train de remettre en cause les droits humains, c'est très grave, et ça touche une très très grosse partie de la population féminine. Donc nous, en France, on avance doucement et lentement, avec plein de stéréotypes dans la tête, y compris dans la tête des femmes, à savoir qu'elles ne peuvent pas se permettre d'avoir cette ambition, qu'il faut qu'elles s'occupent de la maison, des enfants, de tout, que c'est difficile de faire tout, ce qui est vrai. Et les questions que ne se pose jamais un homme, qui a priori sont aussi des parents, et qui devraient se demander s'ils peuvent tout faire, mais qui ne se la posent pas. Voilà. On se rend même compte, on a même essuyé des refus de pas mal de femmes qu'on avait abordées, là où les hommes allaient carrément nous proposer, nous dire Charles, Sarah, si vous voulez m'interviewer, allez-y. Et les femmes, quand on les approche, on a eu des refus. Donc en fait, il y a même un refus de s'exprimer. Bien sûr. Voilà, qui font qu'on est assez... Finalement, les femmes, elles se retrouvent assez absentes, même... Des médias. Des médias. Bien sûr. Ouais. Alors, dans les médias, il y a les deux choses qui se confrontent. Il y a le fait que, en fait, le carnet d'adresses des journalistes n'est fait que d'hommes. Mais aussi que les femmes se trouvent dans des situations compliquées. Alors, pour plein de raisons. D'abord, très souvent, les médias, alors pas vous, mais la plupart des médias, les médias grand public, c'est du jour au lendemain. On vous appelle demain pour une télévision, etc. Donc, les femmes, comment on fait avec les enfants ? Elles ne se donnent pas ce droit-là. Et les hommes se le donnent immédiatement. Donc, les femmes résistent un peu en termes d'organisation du temps. Deuxièmement, elles sont moins sûres. Donc, elles vérifient si vraiment elles savent avant de venir. Et donc, elles manquent un peu de confiance en elles. Évidemment qu'elles savent. Si on leur demande de venir, ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas. Mais c'est une vraie problématique. Du coup, elles freinent. Elles veulent se préparer. Les femmes veulent toujours se préparer beaucoup plus que les hommes. Et du coup, à la fin, elles ne sont pas là. Ouais. Et toi, d'où ça vient ? Je ne me prépare pas. Mais c'est vrai qu'on a vu... Comme les garçons. Ce qui est une force. Mais c'est vrai que tu as même toujours été une battante. J'ai eu de la chance, en fait. Je ne sais pas pour quelle raison. D'abord, très vite, j'ai trouvé ça injuste. Donc, moi, je dis souvent que je suis devenue féministe à l'âge de 6 ans. Je dis souvent que ça me scandalisait,
le non-traitement de l'égalité homme-femme, parce que pour moi, le féminisme, c'est une définition très simple, et je comprends même pas que tout le monde ne soit pas féministe, puisque ça veut dire égalité des hommes et des femmes. Donc je ne vois pas qui peut ne pas être féministe. Et c'est inquiétant quand on l'est pas. Et moi, je l'étais très tôt. Je trouvais, j'avais vu ma maman, j'avais vu mon papa. J'étais pas sûre que je trouvais génial que ma maman reste à la maison. Je n'ai pas trouvé ça extraordinairement épanouissant pour elle. Je trouvais que mon père, qui disait qu'il gagnait l'argent, bah, c'était sympa aussi d'aller se promener, de faire des choses et tout. Et que le travail payant est toujours un travail qui te valorise. Alors que ma maman, à la maison, personne ne l'a payée. Et donc, c'est des choses... J'ai vu aussi une infantilisation de ma maman qui fait que, comme mon papa n'était plus là, elle se sentait perdue. Et je ne trouvais pas que les êtres humains étaient faits pour ça. Maman, elle est très intelligente. Je ne trouvais pas qu'elle était... qu'on avait... en fait, son univers s'était un peu réduit. Et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai eu la chance... que tout se soit mis fortement en place quand j'étais petite, et donc je protestais. Je lisais un article là sur le fait que les femmes, la colère des femmes est interdite. Parce que quand on est en colère, on est souvent hystérique. On n'a pas le droit. Il faut qu'on se comporte bien. Les bras, on croise nos jambes. On se comporte bien. Il faut faire attention. Et en fait, moi, j'étais en colère à l'âge de 6 ans. Donc, ça ne m'a pas quittée. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours, parce que tu es née en Espagne et à 6 ans, justement, tu arrives en France sans parler un mot de français. Oui, ce qui est normal hein, quand on arrive d'Espagne. Moi, j'avais 6 ans. En fait, je suis une fille d'émigrés. Donc, mon père avait émigré une année avant et puis il nous attendait à la frontière. Il attendait ma maman qui avait décidé de le rejoindre et on était 2 avec mon frère. Et je me souviens très bien parce que c'était le 25 décembre. Sauf qu'en Espagne, le 25 décembre, c'est Noël, mais ce n'est pas le jour des enfants. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème. Si ce n'est... Donc, j'étais contente de retrouver mon père. C'était abstrait. On avait fait des grosses boîtes qu'on avait envoyées, etc. On avait des valises, mais on avait surtout envoyé des espèces de caisses. Mais pour ma mère, c'était évidemment un gros choc parce qu'elle quittait... Elle vivait finalement dans un univers avec des fêtes, une famille, des choses qui se passaient. Elle aimait les belles robes, les trucs. Et puis tout d'un coup, elle passe dans un monde où c'était plus dur. C'était vraiment plus dur. Donc on a passé la frontière. Le voyage, je m'en souviens très bien, parce que mon père n'avait pas compris comment s'allumer le chauffage de sa 4 chevaux. Et Moi, j'ai cru qu'on arrivait au pôle Nord, quoi. La France, c'était le pôle Nord pour moi. Et en effet, on a eu souvent froid. Voilà. Et quand on arrive, moi, je dis toujours, ça a été à la fois une chance, parce que probablement, ça transforme un enfant, quoi. C'est-à-dire, moi, j'étais une vraie poupée. En Espagne, on m'habillait comme les petites filles espagnoles. Donc, on s'occupait beaucoup des petites filles et des petits garçons en Espagne. À la différence de la France, parce que dans les années 60, la France... les enfants, c'était pas essentiel. C'était à la dure un peu aussi. Du coup, c'était plus à la dure. Les Français, c'était plus à la dure. Un peu, ils avaient des martinets, des trucs invraisemblables. C'est pas du tout la stratégie espagnole. Donc moi, je suis arrivée dans un monde un peu plus dur, un peu plus froid, mais où il faut se bouger pour qu'il se passe quelque chose. Donc je pense qu'à 6 ans, je n'ai pas bien compris que c'était un problème. J'étais surtout compris qu'il fallait se bouger, et donc il fallait apprendre le français. Ma maman était un tout petit peu déprimée, donc il fallait l'aider, parce qu'elle, c'était plus difficile. Finalement, c'était un vrai changement de vie. Elle était dans la bourgeoisie moyenne, elle est tombée plutôt dans une partie plus pauvre. Et du coup, tout était plus dur, quoi. Voilà, elle avait plus sa famille. Voilà. Elle avait... ma maman, elle a beaucoup de classe. Elle se retrouvait dans un univers où elle me disait sans arrêt, « Mais t'as vu, les Françaises, elles ont des poils sur les jambes. » Ça l'a choquée. Je me souviens, en fait, elle était tombée dans des endroits où il y avait moins de soins, moins de préoccupations de la beauté, à la fois pour les enfants et pour elle-même.
Donc, ma maman, elle a tout d'une star. Donc, c'était particulier de tomber. Elle trouvait qu'elle tombait, voilà. Ouais. Et toi, tu l'as ressenti aussi? Non, pas du tout. Moi, j'ai juste aidé ma maman à aller mieux. Je lui disais, c'est pas grave, on va faire le ménage toutes les deux. Et puis, moi, non, j'étais enfant, on est plus tout de suite dans qu'est-ce qu'il faut faire pour aller bien, quoi. Moi, j'étais pas déprimée. Très vite, je me souvenais plus de l'Espagne, du fait que j'étais une poupée. Et en 6 mois, je crois qu'en 6 mois, tu as appris à parler français. En fait, on m'a mis à l'école en primaire, puis je comprenais rien, et puis ils se moquaient de moi, c'était très désagréable. Donc je me suis tue, je me suis dit, il faut se taire, ils sont trop méchants. Et j'ai appris le français sur France Inter, et quand je le parlais très bien. Ça s'apprend. D'abord, j'adorais ça. C'était une enfance, c'est intelligent, une enfance. Ça veut. La première obsession d'une petite fille qu'on bouge comme ça, c'est l'intégration. Donc, moi, je voulais l'intégration. Et l'intégration, c'est la langue. Donc, je voulais la langue. Mais du coup, j'apprenais le français comme aucun des petits Français ne l'apprenait. C'est-à-dire, je l'aimais. En général, sa langue, on l'aime pas, c'est sa langue. Moi, j'aimais le français. Je trouvais ça très beau. J'écoutais France Inter, j'ai écouté les discours de Charles de Gaulle. J'étais complètement... Et ma maman, elle a eu aussi cette force-là. C'est-à-dire que très vite, elle est très intelligente, ma mère. Très vite, elle a appris le français. Alors, elle avait un accent pas possible, mais elle n'en avait rien à faire. Puis elle comprenait tout, surtout. Elle comprenait les subtilités de la langue assez vite. Voilà. Donc, on a voulu... Enfin, en tout cas, moi, je voulais m'intégrer. Et donc, ça a été très rapide. Et après, j'avais l'orthographe naturelle. Je ne sais pas très bien comment. C'est-à-dire pas de faute... pas de faute d'orthographe. Alors qu'en tant que petit Français, on n'a pas forcément cette chance. Non, mais je crois que j'avais compris des choses, quoi. Appris des choses, compris des choses. Mais après, j'ai très vite... je n'ai imaginé qu'un métier, prof de français, parce que quand on arrive de l'étranger, finalement, le français, c'est une telle obsession, je voulais être prof de français. Et du coup, ça ne m'a pas quittée. Ou avocate. Et puis, un jour, mon papa m'a dit, avocate, tu vas t'occuper que des... Déjà, c'était sexiste. Il m'a dit, tu t'occuperas que des divorces. Et je ne sais pas pourquoi cette phrase a fait tilt dans moi. Je me suis dit, je ne vais pas m'occuper des divorces. Et donc, j'ai fait prof de français. Est-ce que très jeune, tu as quand même eu un début d'intérêt pour la publicité, pour la réclame? Pas du tout. Bon, ça m'a même pas... je savais même pas ce que c'était, ça m'est pas passé par l'esprit. Je me souviens, en effet, de l'arrivée de la pub sur les télés, mais moi, je m'intéressais qu'à la littérature. Au latin, au grec, à apprendre tout, l'histoire, à apprendre le piano. J'étais très dans une volonté de tout savoir, un peu désordonnée, parce que mes parents, ils n'en savaient rien, donc j'étais pas du tout structurée par des parents qui... En plus, ma mère, elle est peinarde, elle est tranquille, elle est frivole. Elle me disait, mais t'es complètement incroyable, pourquoi tu veux faire du grec? Elle me disait, mais c'est invraisemblable ton truc. Mais elle me poussait pas, quoi, du tout. Mais du coup, non, c'était quelque chose qui était important pour moi, la culture, savoir, tout savoir. Tout savoir. Et jusqu'à devenir prof de français, parce que tu as été professeur. Bien sûr, jusqu'au professorat. Voilà, donc j'ai fait des études magnifiques et difficiles, qui étaient Hippocagne, Cagne, à une époque où c'était vraiment extrêmement difficile et presque désagréable, parce que moi, je sortais de mon bac, mention très bien, et puis je suis arrivée dans un endroit où les gens étaient préparés. Et moi, je n'étais pas préparée, j'avais une culture sauvage. Culture... j'avais tout appris et tout. Et les gens étaient un peu comme aujourd'hui, père-prof, ils avaient appris, voilà. Mais que j'ai adoré quand même l'effort que ça demande, la culture que ça m'a donnée. Et puis, ce sur quoi je suis devenue bonne après était déjà là. On ne change pas tellement. Moi, j'avais par exemple, je faisais mes dissertations de philo à l'oral, dans les cafés de Saint-Germain, j'embêtais tout le monde, je faisais la disserte en entier à l'oral,
Et j'étais très rigoureuse dans la... Et ça m'est resté. À l'oral, avant de l'écrire, c'est ça? Ouais. Ouais. Je pouvais raisonner. En fait, j'ai toujours pu raisonner à l'oral sans problème. C'est-à-dire, je pouvais improviser, je pouvais articuler. C'était structuré. C'était une force dont je me rendais même pas compte à l'époque. Hein. Parce que moi, j'étais obsédée par l'écrit. Tellement obsédée par l'écrit, il nous créait des angoisses. Hein. On écrivait des préfaces. Moi, je mettais des heures à écrire l'introduction parce que tout était tellement important. À la fin, c'était frustrant, en fait. Hein. Je me souviens, la prof disait « Vous ne serez jamais Proust », alors je pleurais. Enfin, en même temps... En Hippocagne. Ouais, c'était dur, quoi. Ouais. Mais c'était passionnant. Et comment s'est passé le déclic sur les affaires? En fait, j'étais pas faite pour être fonctionnaire. Donc, une année d'enseignement, ça correspondait pas au rythme de vie que j'attendais, au rythme de travail que j'attendais. J'avais l'impression que je n'avais fait que l'école, je me retrouvais dans l'école, que c'était hyper solitaire. En fait, personne ne vous parle hein, quand vous êtes prof. Vous êtes qu'avec des enfants. Vous n'êtes pas évalué correctement. Personne ne s'intéresse à ce que vous faites. Quoi, hein. Donc, vous avez le droit de tout faire. Rien, tout. Il n'y avait pas de dialogue sur les enfants. Bref, je protestais tout le temps. Je trouvais que c'était pas une école... tout le monde, quoi qu'il soit, est jugé de la même façon. Moi, je suis une fille du mérite, hein, je ne comprends pas. Hein. Donc, je savais que j'avais envie d'autre chose, je ne savais pas quoi, je savais que j'avais envie du monde, donc je passais à HEC, quoi. Ça m'a pris... Par hasard, un peu? Parce que je savais que c'était une grande école, que ça ouvrait qu'on n'allait pas arrêter de me dire que j'étais littéraire, comme si c'était un problème. Et que donc, si j'avais un autre diplôme, peut-être qu'ils arrêteraient de m'embêter sur le fait que j'étais littéraire. Et j'ai passé HEC, comme je l'ai eu, à ma grande surprise. Et qu'eux aussi, ils étaient assez étonnés. Ils ont trouvé ça tellement étonnant. Après, j'ai eu une bourse. HEC, c'est bien fait en termes de... Si vous n'avez pas l'argent, on vous accompagne. Donc, moi, ils m'ont donné une bourse et j'ai pu faire 2 années d'études où c'était absolument ailleurs, mais où, en revanche, ils donnent très vite le sentiment que beaucoup de choses sont possibles. Beaucoup de métiers, beaucoup de possibilités, ce qu'on ne donne pas assez en France, dans les écoles, y compris au collège ou au secondaire, au lycée. On a l'impression que le monde est réduit. Ouais. Là, tout d'un coup, c'est un monde qui s'ouvre. Après, je ne savais pas très bien. Quand j'étais bonne en marketing immédiatement, parce que j'ai compris, c'était des histoires de sciences humaines, j'étais meilleure. Et je trouvais que c'était pareil que la littérature, c'était analyser ce que pensaient les gens, ce que voulaient les gens, pourquoi, écrire des strates, les organiser. Donc je trouvais ça... Et après, j'ai fait des stages, et le dernier stage, c'était la pub. Et quand j'ai fait de la pub, ça m'a semblé évident que c'était quelque chose qui pouvait devenir mon métier. D'ailleurs, je suis rentrée en stage dans la pub. Après, il fallait que je retourne à l'école. Mais le président de l'agence m'a dit « Ah non, mais tu peux pas, il faut que tu restes en même temps. » Je dis « Comment je reste? Il faut que je finisse. » Mais t'as qu'à faire en même temps la même chose, quoi. Et comment t'as fait? Moi, j'ai fait le matin, je faisais l'école. Le soir, j'allais faire la pub. Parce que il avait dit à un client, il y avait un client qui voulait que je travaille sur son sujet et il voulait pas lui dire que je partais. Donc voilà, donc j'ai fini HEC. J'étais déjà engagée chez... Dupuis-Compton, qui est devenu Saatchi, puis Saatchi, puis Saatchi. Et après, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, ah, donc tu sais, quand tu es prof, tu dois dénoncer ton contrat. C'est horrible. Et donc, j'ai eu quelques jours où je me suis dit, oh là, il faut que je dise stop. Donc, ça fait toujours un peu peur. Et puis, j'ai trop vu que c'était drôle, la publicité, quand même. C'était très intéressant. En fait, c'était exactement mon métier, quoi. Et ça, je trouve que c'est une chance de dingue quand on trouve son métier. Moi, ce que je trouve le plus dur pour les enfants, c'est qu'ils n'identifient pas ni ce qu'ils aiment, ni ce pourquoi ils sont faits. Parce que si vous aimez quelque chose, vous êtes nul.
Il y a un moment où c'est désagréable, quoi. Les gens vous disent que vous êtes nuls. On n'est pas fait pour ça dans la vie. On est fait pour être valorisé. On n'est pas fait pour être dévalorisé. Et moi, j'ai trouvé le métier où j'étais bonne et en plus qui me passionnait et qui faisait référence à toute ma culture. C'est-à-dire, j'ai pu tout utiliser. Donc, c'était génial. J'ai eu de la chance. Est-ce que tu avais des rôles modèles justement dans la publicité à l'époque? Est-ce qu'il y avait des gens qui, dans la carrière, t'inspiraient particulièrement? Non, j'ai pas eu beaucoup de rôles. Je suis pas tellement une fille de rôle modèle. Je suis tellement obsédée par ce que je dois faire et tout. Au début, quand j'ai commencé, j'aimais bien. C'était la grande époque de Jean-Marie Dru et de Philippe Michel. Et moi, j'étais plutôt Jean-Marie Dru. D'abord parce que il était en face de moi. Et donc, j'ai pitché très jeune contre Jean-Marie Dru. Et je me souviens, au moment où j'ai dû organiser, enfin, où j'ai dû faire ça, j'avais Nathalie Rastoin qui travaillait avec moi, qui me disait « Ma pauvre, t'as perdu ». Moi, je me disais « Oh là là, c'est embêtant, parce que Jean-Marie Dru, voilà ». Puis j'ai gagné. Donc, mais j'ai beaucoup appris, parce que j'avais tellement peur que je lisais tout Jean-Marie Dru, j'apprenais... La disruption. Ah, oui. Il n'avait pas encore formalisé la disruption. Mais il faisait déjà beaucoup de séminaires à la Jung pour expliquer le travail, etc. C'est un grand monsieur. Donc voilà, plus encore pour moi que Philippe Michel, parce qu'il était dans la stratégie, dans ce que j'aimais. Et voilà, et je l'aimais bien. Tu parles beaucoup de stratégie. Oui, parce que c'est mon métier. Et c'est le cœur pour toi, c'est ce qui est le plus important au cœur de la publicité? Non, c'est un métier qui exige d'avoir du sens, de trouver quelque chose à dire d'intéressant et de le dire bien. Donc, le dire bien, c'est important aussi. Donc, mais la stratégie, c'est le sens. C'est qu'est-ce qu'on identifie d'important à dire. Donc, pour moi, c'est jamais creux. Il faut avoir quelque chose à dire. Donc, ce quelque chose à dire, il est au croisement de l'analyse de l'état des gens. Donc, c'est un métier passionnant en sciences humaines, sociologiques, psychologiques, historiques. Il est au croisement de la compréhension de où ça va et au croisement d'une compréhension d'une marque ou de l'état d'une marque. Et puis, avec beaucoup d'analyse d'analyse de business qui fait que si on est dans un état faible, on ne peut pas attaquer de la même façon que si on est leader, c'est pas la même chose. Et au bout du bout, il y a l'écriture d'une stratégie qui, pour moi, est déjà une première création. Et déjà des angles, des visions, des regards. Donc ça, j'ai adoré. Et puis surtout, j'ai adoré que ça transforme quelque chose. Donc ensuite, ça, il faut en faire une œuvre, quelque chose auquel le consommateur accède. Il n'accède pas à une stratégie, quoi. Je ne peux pas être derrière chaque paquet en expliquant ce que je veux dire. Donc, il faut trouver des modes d'écriture. Donc, en fait, tout est passionnant. La stratégie est passionnante, l'écriture est passionnante. Donc, et le lien entre les deux est absolument clé. Donc, j'ai adoré tout ça. Donc, je parle beaucoup de stratégie parce que moi, mon métier, ça consiste à donner des angles, à donner des visions, à donner des regards, à orienter des entreprises, à orienter des produits, à en inventer des discours. C'est pour ça que je parle de stratégie. Les années Saatchi et Saatchi, en 8 ans, je crois que tu es rentrée en tant qu'assistante et tu es partie en tant que directrice générale. Comment ça s'est déroulé? Ça allait très vite, j'imagine. Bah, ça allait vite, en fait. Moi, j'étais prête, en fait. Je pense que je cumulais plusieurs choses. Une compétence dans ce métier. Une non-inquiétude. Donc, j'essayais tout, quoi. Alors, je me suis plantée. J'étais tellement rassurante que dès la première fois, ils m'ont laissé faire un pitch toute seule. Après, ils n'ont pas trouvé que j'avais été géniale, mais j'y croyais. Donc, au deuxième, j'avais compris. Au troisième, j'avais compris. Je tentais tout. J'écrivais tout. Je trouvais ça génial, ce métier, parce que tout le monde me laissait toute seule à tout faire. Et j'adorais. Je me disais, ils sont sympas, ces gens-là. En fait, moi, je travaillais plus, quoi. Et j'avais pas peur, je travaillais plus, j'adorais ça. J'ai un respect pour les petites choses comme pour les grandes, donc j'avais pas de problème. J'aime beaucoup la persuasion,
Donc, en fait, dans ce métier, non seulement il y a la persuasion finale avec les gens, les consommateurs, mais il y a la persuasion aussi des clients. Oui. Donc, il y a beaucoup de persuasion de niveau... moi, j'aime beaucoup plus la persuasion que l'autorité. Je déteste l'obéissance. Donc, j'aime pas les gens qui m'obéissent trop. J'aime pas obéir. Donc, ça, ils s'en sont aperçus au-dessus de moi. Voilà. Et j'avais un autre point qui était quand même très puissant. Je m'en suis rendu compte par la suite, le sens des responsabilités. C'est que j'étais faux-folle, quoi. Je croyais que j'étais responsable de tout, moi. Donc, il y avait un problème à l'agence. Je disais toujours que c'était mon problème. C'était pas la faute des autres et tout, c'était ma faute. Alors, à force de... Il n'y a pas tant de gens que ça qui veulent des responsabilités. Les gens cherchent des coupables, des... Et moi, je croyais que c'était moi. C'était pas lourd à porter. Bah non, parce que j'étais costaude, quoi. D'abord, j'avais quand même une compétence suffisante ou une facilité suffisante pour que ce soit pas trop lourd. Et puis, j'étais jeune, j'étais sans enfant. Ça va, quoi. La vie allait. J'avais pas... Donc, je bossais beaucoup. J'apprenais, j'avalais tout ça. Je trouvais ça marrant. J'avais pas peur. Non, j'ai eu de la chance. J'étais dans... Ils me payaient. Je trouvais ça sympa d'avoir des sous. Voilà. J'ai pas été un enfant gâté, moi. Donc, je trouvais que... même, je me souviens, c'est un truc de fille, ça. Quand j'ai reçu mon premier salaire, j'ai trouvé ça sympa. Ça, c'est... Les filles, elles sont pas habituées à être payées, donc elles trouvent ça sympa. Moi, je trouvais ça sympa. Voilà. Donc, et après, on peut rêver, on peut... C'est pas un truc qui est statique, donc j'allais vite, sans même m'en rendre compte, quoi. Je me souviens, un jour, tout le monde est parti de cette agence et j'ai eu des propositions partout, d'ailleurs, et j'ai décidé de rester à l'agence parce qu'il n'y avait plus personne. Ça me faisait mal au cœur. Je me disais, mais ces gens-là, ils ont besoin de moi, quoi. Je vais pas aller rejoindre Jean-Marie Dru, alors qu'ils sont 5 là-bas, très connus, célèbres. Et moi, il y a personne dans cette agence. Et c'était une vieille agence qui avait 60 ans de métier. Je me souviens, ils m'ont mis sur Danone. Il n'y avait que des abréviations. Et comme tout le monde était parti, mais vraiment tout le monde, y compris la secrétaire, je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Et alors je me disais, c'est embêtant parce que nous avons 60 ans avec Danone. Je ne peux quand même pas arriver en leur disant, c'est quoi PPN? Donc je cherchais dans les papiers petit pot nature. Mais comment j'aurais su, moi, que PPN, c'était petit pot nature? DAF, Danone aux fruits. Bon. Je crois que c'était la voiture, un camion, je ne sais pas trop quoi. Un directeur administratif. Voilà, un DAF, mais n'importe quoi. Et donc, je sentais que l'entreprise avait besoin de moi et ça, je ne suis jamais allée dans... Je n'ai pas répondu non plus à tous les gens qui m'appelaient pour me dire qu'ailleurs c'était mieux. Moi, j'aime mieux les endroits où j'apporte quelque chose, que je construis, que le fait qu'on vienne me chercher, qu'on me déroule des tapis rouges, ça m'a jamais impressionné. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis retrouvée... mon patron me disait, non mais attends, il faut qu'on change ton titre là, parce que ça va pas. Alors, je dis, ah bon? Eh ben voilà, il me changeait mon titre. Et on m'appelait de l'extérieur, on me disait, alors maintenant, on voudrait vous inviter à être directrice de clientèle. Et je disais, oui, mais je suis directrice de clientèle, ça va. Ça allait vite. Et ce métier, honnêtement, il va vite. Quand vous avez du talent, il va vite. Ça, j'aimais bien aussi. Moi, j'aime pas les passages obligés, le temps. Je voulais que ce soit tout de suite intéressant. Moi, j'ai trouvé mon métier tout de suite intéressant. Et comment est arrivé ce moment où le moment de créer, justement? Est-ce que c'est une rencontre pour BETC? Est-ce que c'est une rencontre avec... il y avait plusieurs choses qui se sont organisées. Il y avait le fait que j'étais directrice générale depuis un certain temps. J'étais assez seule, je dirigeais assez seule l'entreprise. J'ai jamais pensé que c'était brillant d'être seule. J'ai toujours trouvé que... Et en plus, j'avais eu un patron qui était fort, qui était... les gens ne comprenaient pas tellement la qualité de mon patron, mais moi, je ne reste pas avec des gens qui ne sont pas de qualité. Donc, et il s'appelle Didier Colmédage. Et Didier Colmédage, il avait des grandes lubies. Alors, une de ces grandes lubies, des lubies que j'aimais bien. Par exemple, il me disait, plus ton bureau est petit et plus tu es grand. J'ai trouvé ça joli.
J'aimais bien. C'était un peu protestant, quoi. Ou alors, il me disait, c'est incroyable, chez BDDP, ils sont tellement de talent. Et il m'avait appris que finalement, être ensemble, c'était être avec des talents, quoi. C'est pas être toute seule à diriger, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que vous faites, c'est pas tellement le fait de diriger seul. Donc l'idée d'une agence française m'est montée dans la tête, et puis ensuite Éric Tonkiong et Rémi Babinet sont venus me chercher. Et là, je me suis dit quand même, c'est des sacrés talents. Il faut trouver peut-être une autre impulsion, et j'ai senti qu'il fallait y aller, quoi. Donc j'ai dit oui. Et quand tu es arrivé, vous étiez combien au départ chez BETC? On n'était pas beaucoup, mais j'avais mes 2 associés, ça me suffisait parce qu'ils étaient baroques. Hein. Ça a été épuisant l'arrivée. Je me suis dit, oh là là, ben, je ne sais pas si j'aurais dû revenir, parce que j'étais entourée de 2 garçons, assez contents d'eux. C'était fatigant. Et qui regardaient quand même... la fille, elle devait faire certaines choses. Moi je pense qu'ils m'avaient imaginé rangeant. Je devais ranger tous les clients, les ranger, quoi, je sais pas. Et j'ai trouvé ça dur, le début. Mais, de toute façon, la chose la plus dure dans la vie, c'est les associés. C'est-à-dire, c'est le fait de faire ensemble qui est dur. Donc, je me souviens que je me suis dit, il y a 2 solutions, où je m'en vais, ou j'accepte pas, c'est chez moi, finalement. Ça s'appelle BETC, j'accepte pas. Et on va trouver. Il y a des choses qui disent qui sont intéressantes et qui devraient te faire évoluer. Et il y a des choses qui disent qui sont pas intéressantes et tu ne devrais pas évoluer. Et eux, ils devraient changer. Et donc, sur la base de ça, ça a été 2-3 années un peu douloureuses. Je crois que tu as même découvert que tu étais moins payée qu'eux. Ah, beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. Ils ont eu des actions que je n'ai pas eues, qui ont beaucoup rapporté. Et donc, Rémi et Éric ont gagné, mais ça n'avait rien à voir. Puisque c'était des actions qu'elles s'étaient multipliées comme des petits pains. Et voilà, donc j'ai trouvé ça dégueulasse. Voilà. À juste titre. Ouais. C'est invraisemblable. Et eux, ils pensaient que c'était une histoire compliquée, qu'on avait donné des actions à l'un, qu'il avait déjà partagé avec Éric. Pourquoi partager avec la fille qui venait d'arriver, puis c'était peut-être pas le même niveau qu'eux. Enfin, ils avaient une vision du monde un peu arrangeante pour eux. Voilà. Tu dis que le succès de BETC est en partie lié à la mixité. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, je pense que c'est bien que Rémi et moi, on soit restés ensemble. Je pense que ça crée un équilibre intéressant. Je pense que les filles ne sont pas comme les garçons aujourd'hui. Non pas parce qu'elles sont nées différentes, mais parce qu'on les a élevées comme différentes, parce qu'elles ont hérité des mères, des grands-mères, des arrière-grands-mères et tout ça. Et les garçons ont hérité des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères et tout ça. Donc ça crée une différence. Et du coup, je pense que... En fait, moi, je pense que les femmes sont formidables. Les femmes, c'est extraordinaire, quoi. C'est un peu bête parce que ça travaille trop, mais c'est génial parce que ça travaille beaucoup. Je pense que le fait de s'être occupé de la vie familiale des enfants, ça donne un sens de la vie incroyable. Je pense que les garçons sont plus égoïstes. Je pense tout ça. Donc, quand vous les mettez ensemble, il y a des choses qui se changent dans les uns et les autres. Les filles, elles deviennent moins nunuches, quoi. Elles arrêtent. Elles se disent quand même, vaut peut-être mieux être un petit peu audacieuse, quoi. Il faut peut-être gagner en confiance, parce que les filles, il faut qu'elles bougent. Puis les garçons, ça les calme. Donc, ça calme l'intérêt qu'ils ont pour eux-mêmes. Voilà, je pense qu'on peut plus changer des choses en respectant cette mixité. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup apporté. Et du coup, je ressens pas du tout... Il y a un peu de masculin dans la création. Comme par hasard, nos 2 patrons de création, c'est des vrais mecs. Hein. Mais malgré tout, je ne ressens pas ce que je peux ressentir dans d'autres boîtes. Et puis surtout, on a fait quand même attention et l'équilibre est presque atteint. On n'a pas... Il reste une difficulté pour les filles à se voir dans des postes comme le mien. Souvent, elles me disent « Ouais, mais toi, tu n'as pas de limite, mais toi, ceci, mais toi... » Oui, mais les garçons se voient plus facilement patrons que les filles, quoi. Ouais.
Et comment tu fais, toi, pour garder les femmes, même les femmes qui ont des enfants, les femmes qui, justement, seraient susceptibles de se dire « c'est fini, l'agence pour moi, je passe à autre chose ». J'essaie de pousser les filles et de retenir les garçons. Et au milieu, il y a un juste milieu, quoi. Ça serait bien qu'on mette les garçons en congé paternité, ça serait top. 3 mois, pour qu'ils apprennent qu'un bébé, c'est gérable. Hein. Ils ne sont pas complètement idiots, ils devraient y arriver. Et ça serait bien de calmer les femmes. Après, il faut trouver des... Moi, je pense que ma réussite professionnelle, elle a quand même été liée à mon état de santé, hein, parce que je n'ai pas abandonné mes enfants. Hein. Donc, ça veut dire que j'ai bossé beaucoup plus qu'un garçon. Mais beaucoup plus. Je dis toujours que Maurice Lévy travaille beaucoup moins que moi. C'est pas pareil d'être pris en charge par une femme, d'avoir toutes ses fringues propres le matin, de ne jamais considérer le concret d'une maison, de pas s'occuper de la douleur du dernier, de la maladie de l'autre et tout. C'est pas pareil. On est très libéré. On est traité un peu comme si on était un être supérieur quand même. C'est pour ça que les mecs, ils perdent un peu la tête, quoi. Ils sont bizarres, quoi. Il y a un moment, ils rentrent plus... Au moins, mon fils est repassé chemise, quoi. Donc, c'est sympa, quoi. Il y a un moment, ça enlève de la... Vous voyez, Carlos Ghosn, quoi, le côté... je sais plus où je suis, je sais plus où j'habite, je sais plus qui je suis, tellement je suis important. Ça va, quoi. Faut calmer le jeu, quoi. Faut aussi leur dire qu'ils ont eu de la chance. Et que une femme, pouvoir mener une vie avec quelqu'un qui prend en charge tout le quotidien, c'est même pas bien, c'est bizarre, quoi. Faut pas faire ça. Donc moi, je suis vraiment pour que le monde masculin, il bouge aussi. Est-ce que tu peux nous parler des succès de BETC? Est-ce que tu peux aussi nous parler des échecs? Parce qu'on a interviewé Pierre Berville il n'y a pas très longtemps, et il lui disait qu'il a une tendance à oublier ses échecs, et je crois que c'est un peu ton cas aussi. Non, moi, je pense que dans ce métier, c'est un métier de réussite et d'échec, donc il faut, enfin de pitch, de compétition. Donc il faut... je crois pas que j'oublie mes échecs, moi. Pas du tout. Mais je pense qu'il faut assez vite se remettre en positivité. Donc, faut être gai et optimiste, parce que sinon, vous vous en sortez pas, quoi. Mais non, il y a quand même... Après, les échecs, c'est pas toujours des échecs, quoi. Est-ce que c'est un échec les 2 premières années dures avec Rémi et Eric? Non, c'est pas un échec, c'est un passage de vie absolument passionnant où je suis devenue plus forte. Un apprentissage. Bah, bien sûr. Donc, le fait d'être confronté à de la dureté, c'est jamais un échec. Moi, je crois pas que l'échec, ce soit négatif. Après, BETC, c'est une agence magique. C'est quand même un immense succès, quoi. Donc, c'est la foi dans les talents. C'est pas facile, BETC. C'est vachement dur, BETC. Hein. Faut faire attention à tout le monde a droit au chapitre. Faut pas vous prendre pour un patron. Hein. Y en a plein qui se prennent pour des patrons, donc ça vous laisse pas beaucoup de place. Hein. Mais c'est génial d'avoir tous ces talents. Moi, je crois aux talents. Et je crois que ça fait du bien de faire attention aux autres. Donc, le succès de BETC, il est lié au nombre de talents qui sont dans BETC. Un point, c'est tout. Et cette foi-là, on l'a eu très tôt. On a eu très tôt la foi que, ce métier était difficile, qu'il fallait vraiment travailler, qu'il ne fallait pas se contenter d'un talent et puis s'installer là-dedans, qu'il fallait croire en la publicité. Nous, on n'est pas cynique, hein, chez BETC. On pense que la publicité, c'est bien, sinon on n'en ferait pas. Donc, cette foi dans notre métier, dans la qualité de notre métier, dans la nécessité de fournir de la belle publicité et pas des choses qui sont méprisantes par rapport aux consommateurs, le fait de considérer qu'on avait un métier et qu'on n'était pas que des fournisseurs, et que si c'était pour faire des trucs médiocres, on pouvait arrêter. Le fait de s'obstiner,
le fait de considérer que ce métier est épanouissant pour nous tous et que donc c'est à ça qu'on allait se consacrer, on ne voulait pas faire autre chose. Et le fait de croire dans des talents multiples, différents, de les accepter, de ne pas être du côté d'une autorité du haut vers le bas, mais c'est plus complexe que ça, BETC. Ben voilà, ça fait le succès de BETC. Donc, mais dans BETC, il y a des échecs. Mais en global, BETC est une réussite exceptionnelle, quoi. Et ça porte, parce que c'est une chance, une réussite. Hein. C'est un peu magique quand même. Hein. Vous dites, oh là là, année après année, ça continue à croître. Et finalement, on a tenu le cahier des charges des débuts, quoi. On était obstinés sur une direction, voilà. Et maintenant, je pense qu'il y a des talents magnifiques, qu'il faut respecter ces talents. C'est magique de travailler avec Bertie, c'est magique de travailler avec Rémi, c'est magique que Stéphane soit aussi brillant, créatif. Et en dessous, il y a une ligne exceptionnelle. Les gens sont exceptionnels chez BETC. Et il faut savoir, le problème dans ce métier, c'est de savoir le reconnaître, de savoir les trouver, de savoir les reconnaître. De savoir les garder. Moi, ici, c'est plus important. Je ne peux pas supporter qu'un client s'en aille, mais je peux encore moins supporter qu'un collaborateur de grande qualité s'en aille. Ouais. C'était une de nos questions. On sait que Guillaume Lartigue, un ancien de chez BETC qui a fondé l'agence Steve, nous avait dit, quand il était arrivé en entretien chez vous, qu'on lui avait dit, chez BETC, ça respire l'intelligence. Comment on fait pour justement recruter, repérer ces personnes de talent ? On rame, c'est pas facile, il y en a pas assez d'ailleurs, il faut continuer à en chercher, il faut aller en chercher partout, il faut en trouver partout, c'est sans fin. Mais c'est vrai que les gens nous disent, parce que ça serait prétentieux pour nous de l'imaginer, parce que moi je suis quand même une insatisfaite, hein. Donc il paraît que mes réunions avec moi c'est pas agréable, hein, parce que en gros je me dis, moi c'est moyen ce qu'on fait, c'est moche, c'est pas... J'ai horreur du contentement en soi. Donc, je ne pense pas qu'on est content. Mais les gens nous disent que quand ils arrivent ici, ils trouvent beaucoup de gens intelligents. Ils trouvent beaucoup de gens à talent. À intelligence multiple, d'ailleurs, parce que cette vision du monde avec qu'une certaine forme d'intelligence, faut la lâcher. Faut, avec plein d'intelligence. Et il faut supporter. Parce que du coup, vous ne mettez pas à diriger comme partout, quoi. Il y a des gens qui s'en vont parce que il y en a à droite, il y en a à gauche. Comment on trouve sa place à soi? Si sa place à soi, ça consiste à ne pas savoir vivre avec cette brillance autour de soi, c'est dur. Mais il y a des gens intelligents. Après, on fait des conneries, hein. Des campagnes. C'est hyper difficile de trouver des campagnes fortes. Hyper difficile. Ce métier continue à être extrêmement difficile. Quel talent! Mais ce n'est pas tous les jours le cas. Hein. On fait des trucs, parfois, on pourrait faire une bande que de nos stupidités. Hein. Elles sont nombreuses. Je sais que le temps nous est compté. La dernière question, c'était en quelques mots. Quel conseil tu donnerais justement à une femme qui rentre dans la publicité aujourd'hui ou qui est dans la publicité aujourd'hui d'ailleurs? Ça dépend des femmes. Ça dépend de... parce que tout le monde n'est pas obligé de faire le même parcours dans la vie. Hein, moi, je dis toujours, faites votre parcours. Mon fils, moi j'ai un garçon qui est merveilleux, il s'appelle Louis. Un jour, il m'a dit, on est obligé d'être chef. Je ne dis pas du tout. On n'est pas obligé, surtout qu'en plus, nous, on a un nom ridicule quand on commence, on est chef de pub. Donc mon fils, il avait pris ça au premier degré. Je me souviens, un taxi aussi m'avait dit « À cet âge, vous êtes chef !» Et j'avais dit à Louis « Mais tu es ce que tu veux, mon amour. Tu es... voilà, sois chef de toi-même, quoi. Après, on s'en fout. » Donc ça dépend beaucoup des parcours. Après, il n'y a aucune raison, quand on a du talent, de ne pas arriver en haut. Hein, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Donc il faut croire. Croire en soi... Après, moi, à toutes les filles, je dirais, méfiez-vous, quoi. Soyez indépendantes, quoi. À tous les garçons, je dirais la même chose. Donc, je pense que c'est bien d'avoir dans sa vie des choses... Je pense pas qu'on est là que pour faire des bébés, quoi.
Je pense pas. Je pense qu'on est là pour construire plein de choses et qu'on construit aussi des bébés, mais les bébés, on les fait à deux. Et on ne peut pas occuper sa vie qu'avec des êtres humains qui doivent être libres. Donc, on ne va pas les emmerder tous les jours en disant « Tu es mon œuvre !» Oh non, c'est pas notre œuvre, c'est des bébés. Ils font ce qu'ils veulent après. Et à un moment, ils vont vous lâcher d'ailleurs. Et tant mieux, parce que sinon, c'est infernal. Donc, on n'est pas là pour faire que ça. On est là pour construire des cathédrales. Donc, tous les êtres humains doivent construire leur cathédrale. Donc, toutes les filles doivent construire leur cathédrale. Et ça n'est pas que leurs enfants. Merci beaucoup, Mercedes. Merci. J'imagine que vous avez été nombreux à écouter jusqu'au bout, car nous, ça nous a passionnés. Un énorme merci à Mercedes Serra, mais aussi à Camille Chang et Charlotte Lévy-Frébeau chez BETC. Merci à vous tous pour votre écoute. Retrouvez-nous comme d'habitude sur Twitter, Facebook, Instagram, et on revient très vite pour un nouvel épisode de Faudra me passer sur la com.